Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, nous accueillons sur le plateau le lieutenant-colonel Christian Carreres, chef de corps au BSMA, le bataillon de service militaire adapté. Bonsoir. Bonsoir. Alors, plus que quelques semaines avant le coup d'envoi de la 20e édition des journées portes ouvertes du BSMA, ce sera les 21 et 22 mai prochains. On parlera de ce rendez-vous très attendu, on le sait ici tout à l'heure avec vous dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Chakila Issouf, journaliste à KTV. Bonsoir Chakila. Bonsoir. Avec vous, on tentera de répondre à cette question des plus sensibles. Qu'est-ce qu'un Mahorais ou une Mahoraise? La question en tout cas a été posée à de nombreuses personnes et on le verra, les réactions sont diverses et variées. Les précisions dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 29 avril. Depuis mardi, les annonces de l'État ont fait réagir l'ensemble de l'île. Aujourd'hui, c'est au tour des élus de l'opposition et des syndicalistes de donner leur point de vue sur les mesures à venir. Entre déception, optimisme et insuffisance, les avis divergent, mais les demandes redoublent. Les explications dans votre journal. Face à la montée en puissance des conflits communautaires, la question de l'appartenance revient plus que jamais. En effet, que signifie être mahorais? Nous avons posé cette épineuse question aux passants ce matin et les réponses sont aussi diverses que variées. Dans la matinée, l'association Village d'Eva a permis à 12 jeunes de découvrir les coulisses de KTV. Un moment de partage avec des adolescents qui n'ont pas pu être scolarisés faute de place, mais qui sont pourtant apparus avides d'apprendre et de découvrir. Reportage à la fin de cette édition. Depuis mardi, les annonces du gouvernement n'en finissent plus d'être décortiquées. Après la population hier, c'était aujourd'hui au tour des élus de l'opposition de s'exprimer sur les mesures obtenues. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'euphorie est loin d'être au rendez-vous une nouvelle fois. Toutes les explications dans ce sujet, signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Lesti Vimné. Mardi, le président du conseil départemental a représenté l'ensemble des élus siégeant dans l'hémicycle Younoussa Bamana. Et si les avancées obtenues semblent en avoir satisfait certains, pour d'autres, la vigilance reste de vigueur. J'ai toujours préconisé l'union face à Paris. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit se rendre à Paris, revendiquer quelque chose, il me semblait nécessaire et très utile que l'ensemble des élus laissent de côté leur petite chapelle politicienne et qu'ils parlent d'une seule et même voix. Donc je ne peux que saluer cette initiative collective qui a été et qui a donné un résultat. Maintenant, quant à savoir comment j'interprète ce résultat, je suis un peu réservé. Ce n'est pas le grand enthousiasme. Les dossiers de Mayotte sont connus depuis très longtemps. La preuve, ces derniers temps, nous avons eu le rapport de la Cour des comptes qui a fait état des difficultés émanant même de l'irresponsabilité, parce que je ne dirais pas de la responsabilité de l'État, mais du désengagement de l'État qui a mis du temps à nous traiter comme il fallait. Et quand maintenant on me dit que le gouvernement a enfin compris, moi j'ai bien envie de souligner le « enfin ». Enfin, effectivement le mot semble approprié à la situation, même si certaines revendications semblent encore loin d'avoir été entendues. Daniel Zaïdani se dit ainsi très déçu que l'État n'ait pas considéré la question d'une fiscalité devenue confiscatoire. Concernant la fiscalité, je tenais à souligner le fait que dans le protocole proposé par le gouvernement, il y a bien une révision qui est prévue à partir de 2018, mais l'immédiateté des échéances à payer par les contribuables sur l'année 2014 ou sur l'année 2015, on voit bien que cette question n'a pas du tout été abordée. Alors que je rappelle que le collectif fiscalité et foncier avait surtout mis en avant la nécessité de mettre en place une période dérogatoire dans la mesure où il y avait une inégalité de fait sur le foncier puisque nous n'étions pas tous sur un foncier régularisé. Autre point qui fait débat, celui de l'insécurité. En effet, ce fléau qui doit faire l'objet d'un plan global annoncé d'ici un mois préoccupe les élus. On n'attend pas qu'il y ait dans une petite île comme Mayotte autant de délits, de crimes, de cambriolages, de menaces de mort pour dire que je viendrai. Je crois que les mesures
pouvait être annoncé et appliqué sans que le ministre ne soit là. Qu'il vienne superviser, on applaudirait. Voilà, je crois que quand il y a quelqu'un qui est sous la menace de mort, on ne dit pas attendez, moi dans un mois je vais venir à Mayotte pour envoyer des gendarmes. Il est dommage que ce soit à 1 an des élections présidentielles que le gouvernement décide de prendre la dimension des difficultés que rencontrent les collectivités, que ce soit communales ou départementales de Mayotte. Et de la même manière, il est aussi regrettable de constater que c'est toujours en fin de mandat que la question de l'immigration ou de la sécurité soit réellement traitée par le gouvernement. Quelle sera finalement la réalité d'une réforme à ce niveau-là? On n'en sait rien, surtout lorsqu'on arrive en fin de mandat. Les 2 anciens présidents du Conseil général sont donc comme de nombreux citoyens du département. Ils attendent de voir pour véritablement juger les annonces de l'État. Et les élus ne sont pas les seuls à avoir réagi aux annonces du gouvernement. Les syndicats, eux aussi, se sont exprimés. Ils ont un avis bien tranché. Alors que les problèmes s'accumulent au sein de la fonction publique, aucune mesure n'a été annoncée en ce sens. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Ainsi, du côté des enseignants, personnels de santé ou encore des forces de l'ordre, la gronde s'intensifie. Et ce, à l'heure où de moins en moins de fonctionnaires acceptent de venir à Mayotte. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellouchi et les Stevie Mné. Les syndicats ont eux aussi accueilli les annonces du gouvernement avec plus ou moins de bienveillance, même si du côté du syndicat UNSA, l'optimisme est de rigueur. Moi, ce que je vois, c'est que sur un calendrier extrêmement rapproché, on a quand même vu un certain nombre d'avancées sur le département, qu'on le veuille ou pas. Bien sûr, ce n'est pas à la hauteur des difficultés du territoire, mais... on part de loin. On part de loin, exactement. Si Éric Ourcade veut avancer, il reste conscient que les difficultés s'accumulent. Pas plus tard que ce matin, les enseignants du collège de Doujani ont exercé leur droit de retrait. L'occasion de se réunir et de rédiger une motion dans le but d'alerter la vice-rectrice Nathalie Costantini suite aux multiples agressions au sein et aux abords du collège depuis janvier 2016. Violence, vandalisme, manque de moyens, mais également manque d'attractivité. En effet, l'année prochaine, le vice-rectorat devra recruter 1400 enseignants, premier et second degré confondus. C'est inquiétant, non pas au sens où on doit recruter des contractuels, mais c'est inquiétant sur le nombre et qui est à mettre en corrélation avec un problème d'attractivité du département. Donc je pense que le fait d'avoir une absence de titulaires qui maintenant demandent leur mutation pour Mayotte est révélateur de l'inquiétude ou de l'image que peut donner Mayotte au niveau national et va impacter effectivement le fonctionnement de l'éducation nationale, puisque recruter veut dire que ce sont des collègues qui découvriront certainement la profession et qui nécessitent donc un accompagnement fort en termes de formation. Alors c'est pas gage de manque de qualité, mais en tout cas c'est gage d'un début d'expérience et 1200, 1300, 1400, c'est pas rien. Si l'éducation est à la peine, la santé n'est pas en reste. Les personnels sont au bord du burn-out et notamment les sages-femmes qui font face depuis janvier 2016 à 28 naissances par jour. Le ras-le-bol est criant face au manque de moyens tant matériels qu'humains que les syndicats ne cessent de dénoncer. Depuis l'accession au pouvoir de ce gouvernement, nous avons vu venir à Mayotte plusieurs ministres, sauf notre ministre de la Santé. Et pour quelle raison? Alors que nous sommes sur le territoire national où nous avons beaucoup plus de problèmes au niveau de la santé que partout ailleurs. Alors il faudra que notre ministre puisse se déplacer à Mayotte et constater véritablement tous les problèmes auxquels le personnel de la santé est confronté. Enseignants, personnel de santé, forces de l'ordre, la fonction publique va mal à Mayotte. La grogne grandit et de nouvelles réponses de l'État sont donc encore attendues.
Reçu hier sur notre plateau, le président de la CIMAD soulevait lors de son intervention une question qui fait débat. La question est la suivante: qu'est-ce qu'un Mahorais? Le sujet est visiblement sensible, mais nous avons souhaité donner la parole à la population afin de connaître leur avis sur la question. Les réactions ont été nombreuses et chacun semble avoir une vision bien particulière de l'appartenance. Reportage Shakila Issouf et Adèle Laurent. Nzungu, Comorien, Africain ou encore malgache, Mayotte est une île multiculturelle qui accueille une multitude d'individus venus des quatre coins du monde. Mais alors, qu'est-ce qu'un Mahorais? La question a son importance et les avis sont divers. Le Mahorais qui s'identifie en tant que Mahorais, comme moi-même, moi je me considère comme Mahorais parce que je sais que mes deux parents sont d'origine, ils sont nés à Mayotte et leurs grands-parents sont nés à Mayotte. Donc, si on prend sur cet aspect ancestral, il y a une part de fait qui fait que le Mahorais d'origine, il est le Mahorais qui a ses ancêtres à Mayotte, mais le Mahorais considéré aujourd'hui comme ne pas être le Mahorais, c'est la personne dont ses parents sont des immigrés et il est né à Mayotte mais qui n'est pas reconnu socialement comme étant un Mahorais. Moi par exemple je suis mahoraise parce que je suis née à Mayotte. Après la loi fait que c'est un peu plus complexe que ça, c'est qu'on peut devenir Mahorais par la suite, même si on n'y est pas né. Le droit du sol permet à toute personne née à Mayotte de devenir citoyen français, même si pour bon nombre, il ne suffit pas de naître à Mayotte pour être français, il faut aussi respecter les valeurs, la culture ou encore participer à la vie de la cité. Un vrai Mahorais pour moi, c'est pas forcément quelqu'un qui est né à Mayotte. Pour moi, un Mahorais, c'est déjà un habitant de Mayotte qui respecte l'autre, qui respecte ses origines et qui respecte les origines des autres. Moi-même, je ne dirais pas que je suis à 100% mahoraise, car je suis née d'un père qui vient de la Grande Comore et d'une mère qui est née à Mtsapéré. Donc, en gros, je suis métisse, comme on dit. Le Mahorais, normalement, c'est une personne qui a vraiment l'amour de son île, de son pays, qui contribue, qui fait tout pour que son pays aille mieux, pour que son île aille mieux. Donc voilà, pour moi c'est un vrai Mahorais. C'est pas en étant que je suis né à Mayotte que voilà, je suis un Mahorais. Le Mahorais pour moi, c'est toute personne résidant dans ce pays, qui aime ce pays, qui s'investit, qui paye ses impôts. Que ce soit comorien, anjouanais, malgache, européen, australien, mahorais même. Donc tous ces gens-là, pour moi, c'est des Mahorais. Pour cet historien, le Mahorais se caractérise par des valeurs et une façon de vivre qui se rapportent à une identité. Je n'ai pas une conception précise ou une définition précise du Mahorais. Par contre, j'ai rencontré des Mahorais. Je vis avec des Mahorais et j'habite chez des Mahorais. Et ceci m'a permis d'avoir une certaine impression ou certaines impressions d'eux. La première chose qui me frappe, c'est que le Mahorais, c'est quelqu'un de discret. Je me suis aperçu qu'il aime qu'on aille vers lui. Ça, j'ai remarqué ça. Et en général, quand on va vers lui, il est accueillant. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain humanisme dans leur façon de faire, dans leur façon d'approcher les gens. Quand ils vous disent bonjour ou quand vous leur dites bonjour et que ça passe, bon, ils vous adoptent quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Toutes ces réactions montrent à quel point il est difficile de définir ce qu'est véritablement un Mahorais. À l'heure où les conflits communautaires se multiplient, la question est cependant plus que jamais d'actualité, même si l'envie ne manque pas de dire que peu importe, car ce sont bien tous ceux présents sur ce territoire qui sont concernés par son avenir. Alors Shakila, au vu des réactions qui ont été obtenues dans ce reportage, on voit la question est quand même assez complexe. Hein. Qu'est-ce qu'un Mahorais, une Mahoraise? Alors clairement, des réactions qui sont nombreuses, des réponses nombreuses. Une question à sujet polémique, une question qui est souvent sur les réseaux sociaux, qui amène à des commentaires, on pourrait qualifier de xénophobes, de racistes. Mais la question est importante aujourd'hui car on voit que justement la société mahoraise est en plein recherche de leur identité. On se rend compte qu'on est en pleine crise identitaire et justement on est
confronté à d'autres communautés qui essayent de s'intégrer ici à Mayotte et qui, au-delà, par manque de communication, manque de compréhension, on voit des conflits communautaires qui apparaissent, comme actuellement même on a à Sada. Comment dire, la population de Sada qui s'est rebellée là, qui ont voulu demander la libération des membres de la communauté qui ont voulu faire rendre justice eux-mêmes parce qu'il y a un voleur qui est rentré dans leur domicile, ils l'ont bien corrigé et ce voleur est allé porter plainte et donc ceux qui l'ont corrigé se retrouvent en prison, enfin en garde à vue actuellement et la population qui les soutiennent sont en train de barrer actuellement les routes. Les Mahorais ne se sentent plus chez eux à Mayotte, ça on le sait. Ils se sentent quelque part, il y a une relation de dominant. Il y a cette relation-là qui vient finalement poser la question même fondamentale de l'identité mahoraise. Pourquoi Alors clairement, qu'est-ce qu'un Mahorais, Chakila? Qu'est-ce qui en est ressorti clairement au vu des personnes que vous avez rencontrées? Parce que vous en avez rencontré plus que celles qui sont dans le reportage. Voilà, exactement. Oui, les questions, les réponses sont diverses. Mahorais, c'est celui qui est né à Mayotte, c'est celui qui a les parents qui sont nés à Mayotte, qui a les origines. On parle d'origine, on parle de culture, on parle, mais on ne peut pas, parce que c'est là où il y a la difficulté, c'est que les gens parlent de Mahorais et en même temps disent français, mais on peut pas dire on est Mahorais et on n'est pas français. Enfin, c'est compliqué. C'est un peu trouble, j'ai l'impression. C'est trouble parce qu'en fait la question elle est posée parce qu'il y a un problème d'immigration. C'est pour ça qu'on pose la question. Et tout le monde cherche sa place, tout simplement. Donc on peut pas parler de race parce que dans l'espèce humaine, on n'a qu'une seule espèce humaine. On peut pas dire quels sont les critères raciaux, critères religieux, critères culturels pour définir le Mahorais. Est-ce que ce serait pas plus simple, Chakila, de définir le Mahorais comme celui qui vit à Mayotte et qui se sent Mahorais tout simplement? Pour bon nombre, pour eux, le Mahorais c'est celui qui est à Mayotte, qui vit à Mayotte, qui respecte la culture mahoraise, qui la connaît, qui a intégré. C'est lui le Mahorais. C'est ce que a essayé de nous expliquer l'historien. C'est que lui, il se sent intégré à Mayotte parce qu'il trouve que le peuple mahorais est accueillant. Voilà, mais aujourd'hui, on pourrait dire que le Mahorais se retrouve face à eux-mêmes quant à l'immigration clandestine venant d'Anjouan, parce qu'on a les mêmes origines, c'est la même famille, et au final, on ne connaît pas cette famille. Justement, c'est l'inconnu qui fait qu'aujourd'hui, on attise tous ces conflits. Alors une question sur laquelle on reviendra sûrement prochainement, Chakila, puisque c'est complètement d'actualité. Et on continue avec, on va parler maintenant d'environnement avec la problématique de la gestion des déchets qui à Mayotte, on le sait, est très récurrente. Et pour ne rien arranger, les services de ramassage accusent aujourd'hui un sérieux retard dû à la grève générale. La Star Mayotte ainsi qu'Enzo Recyclage qui se partagent le marché avouent faire face à des difficultés quotidiennes qui sont nombreuses. Ils ont accepté de nous recevoir ce matin le temps d'un reportage pour nous en dire plus sur leurs difficultés. Un sujet signé Chakila Youssouf et Leslie Vimné. À Mayotte, les agents nettoient au lieu de ramasser. Les difficultés de la collecte d'ordures sont réelles et ne s'améliorent pas. Avant, effectivement, la Star ramassait les encombrants et les déchets ménagers et assimilés. Aujourd'hui, il y a deux lots. Un lot déchets ménagers et assimilés que nous ramassons et les encombrants, qui est un lot numéro 2, qui est fait par une autre entreprise. Ce qui a changé, c'est qu'auparavant, on faisait tout nous-mêmes. On faisait donc les encombrants avec un camion et un grappin, les déchets ménagers avec des ordures ménagères. Les encombrants, nous les faisions 4 fois par mois. Aujourd'hui, ça n'est fait que plus qu'une fois par mois. Le souci aussi, c'est qu'il y a un petit manque de bacs. La mairie a mis en place des bacs. Elle a fait un très gros effort. Elle a mis en place des bacs. Malheureusement, ces bacs disparaissent.
Installée à Mayotte depuis plus de 12 ans, la Star compte aujourd'hui plus d'une trentaine d'agents chargés de la collecte. Soumis aux normes européennes, certains déchets non conformes ne sont pas acceptés par l'ISDND de Dzoumogné. Les agents sont donc contraints de faire le tri eux-mêmes car nombre d'administrés se refusent encore à s'y plier. On travaille le soir, ce n'est pas forcément éclairé les points de collecte. Ce qui fait que les gars vont dedans ramasser. Ils peuvent se couper, ils peuvent se faire piquer par des bouts de seringue. Enfin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces déchets-là. Voilà, c'est ça ce qui est difficile. Ensuite, ramasser à la main, comment dire, un sac poubelle, c'est facile. Vider un bac, ça va, mais quand c'est du vrac par terre, comment est-ce qu'on va ramasser ça? Comment est-ce qu'on va demander aux gars de ramasser ça à la main? Nos camions partent du site tous les jours, de lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ils quittent le site à 17 h. On sait l'heure à laquelle ils partent du site, mais on ne sait pas l'heure à laquelle ils vont finir. Pourquoi? Parce que, en plus des embouteillages, on arrive sur le point de regroupement, les déchets sont, comme je disais tout à l'heure, ils sont par terre, ils se doivent de ramasser à la main. Ce qui fait qu'on passe, au lieu de passer 5 minutes sur un point de regroupement, on passe une demi-heure. 90% de la population juge Mayotte sale selon le sondage réalisé par Incidence dans le baromètre des déchets de Mayotte. La mairie a récemment mis à disposition un certain nombre de bacs à ordures qui semblent avoir été brûlés ou volés. Ajoutez à cela 15 jours de blocage suite à la grève, le chef-lieu prend parfois des allures de dépotoir géant malgré les efforts des agents de la Star qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche. De notre côté, on essaye, dans la mesure du possible, on a mis des moyens supplémentaires aux camions ordures ménagères. On a utilisé un manuscopique pour essayer de déblayer ces déchets, mais il faut bien savoir que ça, c'est sur nos sous, sur notre compte, ça n'est plus à nous de ramasser ce type de déchets. Certains endroits inaccessibles par les camions d'ordures ne sont toujours pas ramassés faute de route. Il est donc demandé à l'ensemble des administrés de faire tout leur possible pour ne pas jeter leurs ordures sur le sol, mais de les mettre dans une benne à ordures, et ce, même si cela implique de faire quelques pas pour trouver une poubelle libre. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 29 avril. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Après Manuel Valls mardi, hier c'était au tour de la ministre des Outre-mer Georges-Paul Langevin de réaffirmer l'engagement de l'État en faveur de Mayotte. Elle revient ainsi sur les mesures exceptionnelles qui viennent d'être annoncées, mais également sur son entretien somme toute fructueux avec le président du MEDEF Thierry Galarme. La ministre termine cependant par cette phrase qui en dit long. L'État maintiendra des rencontres régulières avec l'ensemble des acteurs de la départementalisation pour faire un point approfondi de l'avancement du chantier sans équivalent qu'est l'accession de Mayotte au statut plein et entier de 101e département de la République. Un statut plein et entier, voilà bien ce que tout le monde réclame à Mayotte. Même si force est de constater que par cette phrase, la ministre confirme que le 101e département n'en avait pour l'heure que le nom. Le sénateur Abdourahmane Soalihi devrait être prochainement entendu par la justice dans une affaire de doute quant à une corruption doublée d'une suspicion de recel d'abus de biens sociaux. En effet, hier, le bureau du Sénat a décidé de la levée de son immunité parlementaire. Le sénateur Ladjo a donc tenu à travers un communiqué à s'exprimer sur cette affaire. Prenant acte de cette décision que j'avais appelée moi-même de mes voeux, je suis donc satisfait, car je vais pouvoir démontrer que je n'ai rien à me reprocher. Je souhaite pouvoir répondre aux questions que les services compétents voudront me poser et accéder enfin aux éléments de cette affaire. Je me mets donc à la disposition de la justice, justice que je souhaite dans l'intérêt d'une bonne administration de cette dernière, la plus impartiale. J'entends participer sans difficulté et avec sérénité à la manifestation de la vérité. Affaire à suivre. Si à Mayotte l'immigration provient en majeure partie des Comores, de nombreux Malgaches tentent également de rejoindre l'île au lagon. Ainsi 15 passagers clandestins à destination de Mayotte viennent d'être arrêtés par la gendarmerie nationale de Nosy-Be. Si le phénomène n'est pas nouveau, force est de constater que les autorités malgaches, à l'inverse des Comoriennes, assurent avec leurs moyens les contrôles pour limiter la clandestinité. Il faut dire que l'Eldorado recherché et vendu parfois plusieurs milliers d'euros est loin de correspondre aux promesses. À Mayotte, de nombreuses femmes malgaches sont ainsi contraintes de se prostituer pour survivre. Du rêve au cauchemar, il n'y a parfois qu'un pas que beaucoup franchissent quotidiennement.
dans l'espoir d'une vie meilleure. Et nous restons maintenant dans les locaux de Kwezi qui ce matin ont accueilli une douzaine de visiteurs et pas n'importe lesquels. Et les élèves du village d'Eva qui étaient nos invités durant une bonne partie de la matinée ont ainsi pu découvrir l'envers du décor. Un projet initié par 2 étudiantes. Les précisions avec Adèle Laurent. Asjad et Nolwenn sont arrivées dimanche dernier de Cambrai, une ville du nord de la France. Elles sont toutes 2 étudiantes en licence professionnelle management et dans le cadre de leurs études, elles ont monté un projet en collaboration avec le village d'Eva. Visite de la plantation Guerlain, exposition sur l'esclavage, des actions ont été programmées toute cette semaine avec différents groupes d'élèves de l'association, clôturées par la visite des locaux de Kwezi ce matin. Nolwenn nous en dit plus sur le but de ces sorties. Alors déjà, ça leur montre autre chose, ça leur permet de sortir de leur quotidien et ça leur permet d'apprendre beaucoup de choses aussi, de voir d'autres personnes. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe derrière l'écran et c'est très instructif, ça peut leur apprendre beaucoup de choses. Et vraiment, d'être proche des enfants, ça m'a fait très plaisir. De les voir heureux et contents après chaque sortie, ça m'a fait plaisir. Du côté d'Asjad, le travail en partenariat avec le village d'Eva lui a permis une ouverture d'esprit et ce n'est pas par hasard qu'elle a proposé aux élèves de venir visiter Kwezi. Personnellement, ça m'apporte le fait de connaître un autre aspect de Mayotte que je ne connaissais pas. Parce que, ayant grandi à Mayotte, je n'ai pas connu le quotidien que ces enfants y rencontrent. Et c'est un autre côté de Mayotte que je découvre. Beaucoup de ces enfants, ils regardent Kwezi déjà. Moi aussi, de la métropole, je suis Kwezi. Kwezi, c'est un groupe proche du public qui donne la parole à tous ceux qui souhaitent s'exprimer. Donc pour moi, c'était une bonne occasion pour donner la parole à ces enfants et pour moi-même de découvrir Kwezi de l'intérieur. Les élèves ont ainsi vu comment fonctionnait une télévision et une radio, salle de rédaction, régie, plateau télé. Ils ont également pu tester le plateau de notre Miss Météo et passer à la radio dans l'émission Dom, c'est la vie. Moussa, Faïda, Saïmati et Chamouine nous racontent leur matinée. Je suis venue, j'ai regardé les Kwezi TV. C'est la première fois que j'ai regardé Kwezi TV. Si je vois mon agent, maintenant si je vois un jeune, je ne vois pas. Si j'ai un autre ntongo zangu zikiri, parce que maintenant wazuri. Avant si je vois ça nangu. J'ai passé la météo et la radio. La radio, ça fonctionne bien, la télé. Les météos, encore, ça fonctionne bien parce que j'ai essayé pour participer, c'est la première fois. Une rencontre pleine de surprises, que ce soit pour les élèves ou pour l'équipe de Kwezi, qui a été ravie d'accueillir ces adolescents en espérant que ces instants partagés auront pu susciter des vocations. Autre sujet pour terminer ce journal, les journées portes ouvertes du BSMA qui auront lieu le 21 et 22 mai prochain. Pour en parler, je le disais tout à l'heure, le lieutenant-colonel Christian Carrère. Alors une 20e édition très attendue et qui, justement, dont vous allez nous parler. Oui, tout à fait. C'est la 20e édition, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est maintenant ancré dans le paysage de Mayotte. L'année dernière, nous avons eu pratiquement 27 000 visiteurs. Donc nous espérons cette année toujours aller plus loin et puis pouvoir accueillir pas loin de 30 000 personnes. Donc les thèmes sont toujours un petit peu les mêmes, bien sûr. On tourne autour de 2 thèmes. La kermesse, où on accueille des jeunes et des moins jeunes qui viennent un petit peu s'amuser chez nous. Et puis le nouveau concept qu'on essaye de mettre en œuvre, mais qui existait déjà, c'est un petit peu le concept de foire-exposition, où chacun vient montrer ses savoir-faire. Nous sommes un organisme de formation professionnelle, même en uniforme, mais on reste quand même un organisme de formation professionnelle. Et il est important pour nous d'accueillir, lors de ces journées portes ouvertes, des professionnels qui viennent eux aussi montrer ce qu'ils savent faire. Donc c'est un petit peu sur ces deux tableaux que nous jouons énormément pour accueillir un maximum de jeunes, de moins jeunes bien sûr. Et alors pour les jeunes cette année, comme l'année dernière et comme l'année précédente, on a préparé, il y a des groupes actuellement qui sont en casting pour que les samedis après-midi et dimanches après-midi, ils puissent venir
se montrer sur la scène de Combagny. Donc voilà, entre autres, ça permettra aussi à ces jeunes de se faire connaître. Et au-delà de ça, nous avons évidemment nos démonstrations habituelles, les démonstrations cynophiles, les démonstrations de combat corps à corps, un petit peu de militarité dans cette affaire. Voilà un petit peu ce qui sera présenté lors de ces 2 journées portes ouvertes au bataillon. Je n'oublie pas la tombola. Bien sûr. La tombola qui, elle, accueille, draine beaucoup de monde, puisque comme chaque année, nous avons notre partenaire SMCI qui met pour le premier lot une voiture. Donc je sais qu'elle est très prisée sur Mayotte, et je sais que beaucoup de personnes traquent les tickets gagnants. Voilà. Alors on le sait, donc on a entendu, il y aura plus de nombreux exposants. Est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire, ou alors c'est toujours... Non, il n'est jamais trop tard pour s'inscrire aux journées portes ouvertes. On va dire que les gens ont jusqu'au 15 mai pour pouvoir s'inscrire, et il ne faut pas qu'ils hésitent à venir voir sur le site du bataillon, donc le www.bcma.com, ou sur le site Facebook du bataillon, où ils verront un petit peu, où ils trouveront les dossiers d'accueil, les numéros de téléphone qui leur permettront de pouvoir joindre les services compétents en la matière. Alors un objectif en chiffres cette année, on parle des 27 000 à peu près l'année dernière. Voilà, 27 000 l'année dernière, 30 000 cette année, on espère, et on espère surtout que comme l'année dernière, enfin non pas comme l'année dernière, que nous aurons la pluie qui a été de la partie lors de l'inauguration. Donc on espère que cette année nous aurons un week-end sec qui permettra à chacun et à chacune de venir trouver ce qu'il a envie de trouver au bataillon pendant ces 2 journées. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Christian Carrère. Le rendez-vous est pris 21 et 22 mai prochain à Combagny. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez voir et revoir sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dès lundi, pour une nouvelle édition de votre JTM. Bonne soirée et bonne fin de semaine à vous sur KTV.